Bonsoir, Richard. Bonsoir, Richard. Richard, pense à moi. T'as changé de poil, Richard? T'as changé? Tout à fait. Je porte le même veston, peut-être. Richard, c'est le deuxième invité. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content de te retrouver avec nous ce soir. J'aurais aimé te retrouver dans de meilleures circonstances. On a appris hier que le C'est toujours des bonnes circonstances quand on est ensemble. Oui, c'est vrai. Mais on a appris hier la riposte de pro-avortement, du groupe pro-avortement, qui ont mis de la pression sur l'Hôtel Delta. Comment c'est venu à tes oreilles, justement, ce qui a été fait hier? Mais mon collègue, Mario Richard, au bureau, a été convoqué dans une réunion par Teams avec la direction de l'hôtel. Ça, c'était hier. Oui. Puis, donc, on lui a expliqué que suite à des menaces qu'ils auraient reçues par téléphone, à l'hôtel, de gens qui n'étaient pas contents qu'on avait un souper d'organiser à cet hôtel-là pour le 31, bien, que la direction avait décidé, puisqu'ils voulaient protéger les employés, disait-il, qu'il fallait que ce souper soit annulé. Mais on n'a pas juste annulé le souper, on a annulé aussi l'hébergement. Alors, il y avait une trentaine de chambres qui étaient louées pour les différentes personnes qui participaient à l'événement. Puis ces chambres-là aussi ont été annulées, que j'ai trouvé bizarre parce que ça, c'est des gens qui venaient pour la marche. Donc, toutes ces personnes-là ont dû trouver d'autres alternatives ailleurs. Comment on réagit quand on fait face à une telle persécution? Je ne suis pas surpris. Mais on est dans un monde où l'avortement est banalisé et même considéré un droit. Ouais. Considéré un droit de tuer un enfant avant la naissance. Bien, dès lors, le respect de la personne n'existe plus. Donc, on n'a pas peur de faire des menaces, on n'a pas honte de faire des menaces de violence auprès d'un hôtel pour annuler un événement qu'on n'aime pas. Voilà, si on ne se gêne pas de tuer un enfant dans le sein de sa mère, on va être en faveur d'intimider, de menacer de violence des hôtels comme ça pour dire on ne veut pas de ce souper, puis on va vous menacer de violence pour faire en sorte que ça soit annulé. Ouais. Mais donc, ça ne me surprend pas de ces gens-là. Je suis déçu, par contre, que l'hôtel n'ait pas fait une plainte auprès de la police. Si c'est une menace de violence, alors c'est un crime. Ça a dû être rapporté à la police, dire, regarde, il y a un criminel qui nous a appelés, voici l'appel, voici le numéro de téléphone peut-être, ou peu importe, il devrait avoir une enquête. Puis en plus, je dis qu'à Ottawa, nous avions eu de semblables problèmes. Mais à Ottawa, même après avoir reçu presque une centaine d'appels, parce qu'à Ottawa, il y avait la marche pour la vie à Ottawa, puis après ça, il y a eu un souper, comme on planifiait avoir à Québec. Puis le souper, bien, il y avait des gauchistes aussi qui voulaient dérailler le souper, qui voulaient empêcher le souper d'avoir lieu. Donc, il a appelé près d'une centaine d'appels. L'hôtel nous a dit qu'ils ont reçus. Mais eux ont tenu. Ils ont dit, ben non, on ne fait pas ça aux gens. Ils ont payé, on respecte le contrat. Ce n'est pas une force majeure, puisque ce genre d'appel-là, bien, on appelle la police, on protège les lieux. Qu'est-ce qu'on veut? À moins que ça soit vraiment une menace, un attentat à la bombe ou quelque chose de très sérieux comme ça, crédible aussi. Mais eux ont su se tenir debout. C'est peut-être, je ne sais pas, une différente culture où on a plus en tête notre responsabilité civique. Regarde, on est pour les droits, on est pour la liberté d'expression. Donc, il faut la défendre, cette liberté. Ce n'est pas juste la police ou l'État à défendre, c'est nous, comme citoyens, comme institution, comme hôtel, comme commerce, à défendre dans notre milieu ces principes-là. Donc, l'hôtel aurait pu dire, regarde, nous, vous n'allez pas nous faire peur avec vos petites menaces, là. On va appeler la police, on va se protéger, puis vous autres, allez-vous-en. Oui, mais il y a un élément qui est notoire quand même, là, qu'on ne doit pas négliger dans tout ça. Le syndicat de l'hôtel, c'est la CSN.
Ouais. Et la CSN, l'année dernière, a manifesté haut et fort dans le clan des pro-avortements, même mobilisé de mémoire des moyens de transport pour permettre aux gens d'être là, les syndiqués de la CSN, d'être là cette journée-là et de manifester. Donc, la CSN étant le syndicat de l'Hôtel Delta, on peut comprendre que 1 plus 1, ça fait 2. Donc, pourquoi l'Hôtel Delta, alors que nous sommes le syndicat qui protégeons vos employés? Pourquoi l'Hôtel Delta, vous recevez justement une organisation pro-vie à l'intérieur de vos 4 murs? Donc, ceci explique peut-être cela. C'est fort possible que la CSN ne se cherchait qu'un prétexte pour faire annuler le souper, puisque eux sont en faveur de l'avortement. Ils l'ont démontré. C'est même écrit sur leur site. Ils l'ont démontré l'année dernière quand ils ont envoyé des autobus à la contre-manifestation contre notre manifestation pro-vie. Donc, ils l'ont démontré qu'ils sont en faveur de l'avortement. Et donc, s'ils syndiquaient les employés de l'hôtel, c'est qu'ils se cherchaient peut-être une plainte d'un employé pour ensuite aller à la direction et dire, regarde, nos employés ne vont pas travailler ce soir-là, annuler cet événement-là, nos employés ont peur. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça peut faire pression sur la direction. Je ne connais pas vraiment les rouages de ce qui s'est passé à l'interne. Ce que la direction nous a dit, c'est que les employés ont peur, puis il faut annuler. Oui, mais en fait, là, dans une lettre ou un papier là, qui s'appelle Riposte pro-choix ou pro-avortement, là, on va dire les vrais termes. Voici ce qui était écrit, Georges, c'est toi qui m'as envoyé ce papier-là. C'était marqué « Certains auront peut-être remarqué qu'une campagne d'affichage contre l'Hôtel Delta est en cours depuis quelques jours dans la ville de Québec, notamment dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Les contributeurs-contributrices anonymes y dénoncent le choix du Delta d'accueillir le jour du rassemblement le banquet pour la vie des anti-choix ou des pro-vie, se faisant ainsi l'hôte de l'extrême droite. » Puis après ça, c'est marqué dans une autre publication partagée sur le compte Facebook de Québec antifasciste, les YEL invitent, c'est tout le mouvement transgenrisme, invitent à faire pression auprès de l'hôtel afin de rappeler clairement qu'il n'y a aucune place pour ce type de rassemblement au Québec. Alors, eux nient le droit de rassemblement, le droit d'expression. Ils se disent antifascistes, mais ils se comportent comme des fascistes, comme les brown shirts de Hitler. Donc, et c'est ce que je déplore, c'est qu'on tolère, on connaît ces antifas-là, on les connaît, le gouvernement les connaît, la police les connaît, et on sait qu'ils commettent, en disant qu'ils veulent arrêter un événement pacifique, que ce soit notre marche, que ce soit ce souper, ils veulent empêcher que cela arrive. On voit qu'ils sont contre nos droits civiques. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que l'État attend pour sévir contre ces groupes-là qui sont antisociaux. C'est presque à se demander si ces groupes-là ne sont pas des milices permises par l'État pour faire le travail que l'État ne peut pas faire légalement et légitimement, mais on les laisse faire d'une façon paramilitaire pour se battre contre nous, puisque l'État veut se dire pro-liberté d'expression, pro-liberté de religion, de rassemblement, on est démocratique, etc. Mais en arrière, dans les coulisses, il donne la capacité à agir à ces groupes antifascistes, entre guillemets, qui sont des fascistes, et qui empêchent le rassemblement pacifique des pro-vie. Ouais. Ça fait leur affaire, je pense, au gouvernement de permettre ça. Et cette collusion entre le gouvernement et cette gauche extrême et violente, disons-le, parce qu'ils ont proféré des paroles violentes envers les employés de l'hôtel. Alors, ils sont violents. Ils veulent arrêter toute manifestation pro-vie et tout événement pro-vie. Ils sont violents, puis ils sont tolérés par l'État parce que ça fait leur affaire. C'est ça que je déplore. C'est mon hypothèse. Ça devrait être exploré, ça. Puis je suis tanné de voir ça. Ouais. C'est hors la loi. Ouais. C'est hypocrite. Ouais. Dis-moi, Georges, comment t'expliques le fait que
la Marche pour la vie à Ottawa, ça fait près de 27 ans qu'elle existe. Peut-être plus de 30 ans. Comment t'expliques que cette marche-là, tu y es allé encore cette année, puis il y avait très peu de manifestants qui étaient là. C'était un groupuscule de personnes qu'on tasse vraiment dans les câbles, là, à droite de la scène pour pas déranger le bien-être de ce qui est en train de prendre place durant cette journée-là. Comment t'expliques qu'au Québec, on en est à notre 2e année, on est en proportion quand même, on n'a pas eu 5-6 000 l'année passée, on a eu 1 500, puis il y a eu 1 500 contre-manifestants, ou à peu près, selon les dires des policiers. Cette année, on est en train de récidiver et faire une autre marche, puis on rencontre déjà de l'opposition. Comment t'expliques que le Québec semble s'opposer plus farouchement à tout ce qui est organisation pro-vie, marche pour la vie, contrairement au Canada anglais? Bien, je pense que le Québec était beaucoup plus pro-vie avant, 1960, disons, et le basculement a été, dans le sens contraire, beaucoup plus profondément pro-avortement. Mm-hmm. C'est comme une fuite en avant, un désir de se dépasser en faire le contraire de ce qu'on était avant. Donc, c'est ça que je dirais, c'est que auparavant, le Québec était plus chrétien, plus conservateur que le Canada anglais, que le reste de l'Amérique du Nord même, des grosses familles de 12, 15 enfants, et une société chrétienne, je dirais, très basée sur la famille et tout cela. Et ensuite, il y a eu un genre de basculement, et peut-être on peut expliquer psychologiquement pour refouler tout regret, tout sentiment de peut-être qu'on a commis une erreur, peut-être qu'on a exagéré dans notre réaction contre le passé, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, au lieu de réfléchir et d'intégrer son passé pour avoir un avenir en toute sérénité, juste de pouvoir vivre sa vie de façon intègre par rapport à son passé. On fuit le passé, on le refoule, puis on redouble d'ardeur dans le sens contraire. C'est un peu comme quelqu'un qui ne veut pas se réformer et qui boit encore plus, qui joue encore plus, juste pour ne pas faire face à son passé, puis à essayer de guérir la plaie qui le ronge. Ouais. C'est mon explication psychologique, mais je pense que c'est un problème psycho-spirituel chez les Québécois de ne pas vouloir se réconcilier avec leur passé chrétien et pro-vie. Oui. Au Québec, au Canada, il semble y avoir une réalité qui se passe sur les bébés qu'on veut avorter, qui sont nés vivants, puis on a voulu avorter au préalable. Et il semble y avoir un silence déconcertant médiatique. Selon les données de Pat Maloney, qui est une militante pro-vie et chercheuse indépendante reconnue pour son travail rigoureux sur les statistiques liées à l'avortement au Canada, il y aurait plus de 640 bébés qui sont nés vivants à la suite d'avortements tardifs depuis 5 ans. Et puis, après ça, ils sont laissés à l'abandon. Les morts-nés liés à l'avortement dépassent 5 700. Le Québec, qui pratique l'avortement jusqu'à la naissance, et le Canada, qui le pratique aussi jusqu'à la naissance, voit même 1 sur 5 survivent brièvement après justement cette expulsion-là. Pourquoi, Georges, il n'y a aucun parti, puis aucun média, puis il n'y a aucun gouvernement qui réagit à ces chiffres qui sont présents et qui sont bien réels? Alors, il y a 20 000 avortements au Québec par année. Et il y a quand même quelques milliers d'avortements du 2e et 3e trimestre, donc des avortements tardifs, après 12 semaines, 15 semaines, 20 semaines. Et 20 de ceux-là, lorsqu'on les tue ou tente de les tuer, l'avortement est bâclé et l'enfant naît vivant. Et normalement, quand un enfant naît vivant, selon le Code criminel, section 223, c'est un être humain, selon la loi, et donc il a les droits d'un être humain. Donc, on a le devoir de secourir cet être qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être hospitalisé, qui a besoin peut-être de tuyaux comme un bébé prématuré, disons. Mais puisque c'est dans le contexte d'un avortement, au lieu de l'intuber puis de le mettre dans un genre d'incubateur, on va dire, ben non, on le laisse. On l'expose simplement, comme les Romains de l'Antiquité qui ne voulaient pas de l'enfant, on le mettait dehors, là, puis il meurt de sa belle mort. Et ça arrive routinellement.
de façon routinière. C'est vraiment 20 des avortements dits tardifs, donc de deuxième, troisième trimestre au Québec et au Canada. Wow! Comment expliquer que 48 de ces avortements tardifs au Québec puis au Canada soient pratiqués sans aucun motif? Oui, aucun motif médical. Puis quand on parle de motif médical, même là, c'est qu'une déformité chez l'enfant, c'est pas que l'enfant... normalement, quand une personne a un handicap quelconque, c'est pas un motif légitime pour le tuer. OK? Alors, on s'entend. Mais là, ce qu'on veut dire par ça, c'est que l'enfant est en pleine santé. Et quand même, on peut mettre un terme à sa vie. Ça veut simplement dire que l'avortement est banalisé. La vie n'est plus conçue comme étant quelque chose d'important. C'est pour ça que je déplore l'avortement. Ça n'affecte pas seulement l'enfant qui est tué, c'est toute la société qui vient à perdre toute notion de valeur de la vie. On s'étonne après quand il y a des guerres et quand il y a de la violence. On dénonce le féminicide et toutes sortes de choses de ce genre. Mais quand j'entends ça, j'aimerais dire, vous l'avez causé, ces choses-là, en banalisant le meurtre avant la naissance. Tous les autres sortes de meurtres sont maintenant banalisés. Allez pas vous plaindre. Si vous voulez que les gens soient cohérents puis respectueux de la vie, commencez avec les bébés qu'on tue à coût de 20 000 par année. Ouais. Mais, non, ça c'est différent, on ne veut pas regarder ça, ça nous incommode trop de vouloir respecter leur vie, donc on fait semblant de ne pas entendre, comme dans le Code criminel du Canada, quelque chose de complètement insensé. Section 223, on peut lire « L'enfant devient humain à la naissance ». L'enfant, c'est vraiment le mot utilisé, l'enfant devient humain à la naissance. Alors, il existe, selon le Code criminel, des enfants non humains. C'est quoi, des extraterrestres avant que ça naisse? Ça n'a pas de sens. Alors, c'est complètement idéologique, c'est déconnecté, ça n'a pas de fondement philosophique, métaphysique, ni rien. C'est juste un énoncé pour que l'avortement soit permis. Est-ce que tu penses que c'est trop dire que le Canada est en train de légaliser l'infanticide par omission? C'est même pire que l'infanticide, parce que l'infanticide a une définition claire dans le Code criminel, c'est quand la mère souffre d'une psychose postpartum ou quelque chose de ce genre, puis elle finit par tuer son enfant nouveau-né, l'étrangler ou autre chose, parce qu'elle n'est pas complètement en moyen. Ça, c'est l'infanticide. Mais là, un avortement, c'est autre chose. Surtout quand c'est un médecin. C'est pas la mère qui pratique le meurtre, c'est un médecin qui le fait. Alors ça, c'est vraiment calculé et intentionnel. C'est un meurtre. C'est pas l'infanticide qu'on encourage, c'est le meurtre qu'on encourage. Je vais passer très, très, très rapidement sur justement un bill qui a vu le jour aux États-Unis. On l'appelle le Big Beautiful Bill. Oui. De Trump, qui vient tout juste de passer à la Chambre des représentants. Il met fin aux subventions qu'on donnait à Planned Parenthood, puis il interdit les remboursements médicaux pour les transitions de genre chez les enfants. En parallèle, on l'a dit d'entrée de jeu, le Canada légalise l'avortement jusqu'à la naissance. Puis au-delà, il y a deux nations, deux visions, mais lequel modèle on est en train de suivre de notre côté? Comment expliquer que les États-Unis, pourtant libéraux sur d'autres enjeux, osent couper les vivres à Planned Parenthood, alors que le Canada les subventionne toujours à la hauteur de 700 millions? Bien, je vais donner une réponse sociologique bien évidente. C'est qu'il y a plus de chrétiens aux États-Unis. Il y a une masse je dirais, à peu près 100 millions de chrétiens aux États-Unis. Puis au Canada, donc un tiers du pays, on pourrait dire, est solidement chrétien. Tandis qu'au Canada, si c'est 10 de chrétiens vraiment pratiquants, engagés, ou moins même, 5 à 10 et ça fait toute la différence. Ouais. C'est simplement ça. Je ne vois pas autre chose. Moi, je ne pense pas que le christianisme soit juste une religion parmi d'autres qu'on peut choisir pour son bien personnel, etc. Je pense que c'est fondé sur la vérité, sur l'homme, sa vocation dans la vie, et que quand on est chrétien, on reçoit des grâces spéciales d'en haut pour nous aider à tenir ferme
dans nos convictions. Celui qui n'a pas de conviction, qui a peur, qui cherche le confort, va nécessairement permettre l'avortement et tout cela, en autant qu'on le laisse tranquille, lui qui est déjà né, qui n'a pas de problème avec ça. Je vais annuler le souper des Pro-Vie, je ne me dérange pas avec ça. Regarde, c'est la haute saison touristique, on trouvera d'autres personnes, il n'y a pas de problème là. Pas de conviction, pas de solidité, pas de principe, le confort. Mais quand on est chrétien, les principes comptent. Ouais. Ça donne de la solidité, des assises solides. On a un sens à la vie. Heureusement, toute personne de bonne volonté reçoit des grâces de Dieu parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors, ils vont recevoir des grâces, puis ceux qui aiment la vérité vont comprendre que, bon, l'avortement, c'est grave, c'est la mise à mort d'un être humain. Il ne faudrait pas faire ça. Ils vont comprendre que la liberté d'expression, c'est important en société. Il faut respecter ça. Il faut se battre contre les antifas qui veulent empêcher la liberté d'expression. Donc, oui, mais je dirais qu'en ce bas monde, ça aide d'être chrétien, ça aide d'avoir les grâces de Dieu. Donc, aux États-Unis, il y en a plus. Il y a plus de gens qui sont plus solides dans leurs convictions, qui s'en vont vers une direction où ils veulent éliminer l'avortement, où ils veulent renforcer le mariage, et tout cela, une vision chrétienne de la société se bat contre la vision, je dirais, anarchique et dégénérée gauchiste. Ouais. Au Canada, l'anarchisme et la dégénération s'en vient à son comble, malheureusement. Puis, on doit continuer notre travail d'évangélisation, de promouvoir la parole de Dieu, de faire accroître l'Église autant que Dieu le veut. Ouais. Puis, avec ça, la politique va changer de façon positive parce que c'est selon le plan de Dieu pour l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Alors, pourquoi se battre contre Dieu? Mais il y en a qui sont farouchement opposés. En terminant, je te laisse juste reparler de la marche qui va avoir lieu en fin de semaine, à quoi on peut s'attendre, puis tout. Alors, la marche pour la vie, c'est ce samedi, 31 mai. C'est à 11 h devant l'Assemblée nationale. Ouais. On va commencer avec des discours à midi. Il va y avoir de la musique à 11 h, discours à midi. 1 heure, c'est la marche en tant que telle. On va faire le tour de l'Assemblée nationale. On revient par la Grande Allée. Ouais. Puis ensuite, à 3 h, il va y avoir des témoignages de femmes post-avortement, de personnes même une personne qui a survécu elle-même à l'avortement. Wow. On l'avait visé, on voulait l'avorter, puis elle a survécu à cela. Et d'autres personnes qui ont des témoignages à apporter. Puis ensuite, ça sera fini à 4 heures. Alors là, on annonce un peu de pluie. Qui sait si ça va arriver? C'est la météo qu'on prévoit de la pluie. Alors, si vous venez, habillez-vous en conséquence. Mais on est là pour présenter un point de vue pro-vie au beau milieu du Québec, dans sa capitale, pour dire il y a des Québécois qui se lèvent pour les principes éternels, pour les principes des droits de l'homme. C'est le 50e anniversaire cette année de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Personne d'autre en parle sauf nous. Je me demande pourquoi. C'est peut-être parce que le premier article de cette charte, ça dit « Tout être humain a droit à la vie ». Ouais. Et ils doivent être reconnus comme personne. Ouais. Tout être humain, ça comprend l'être humain dans le ventre de sa mère, le petit bébé qui grouille là, qui suce son pouce dans le ventre. C'est un être humain. La Charte dit « Tout être humain a droit à la vie ». Et c'est ça qu'on veut dire aux Québécois cette journée-là. Merci, Georges, d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Vous savez, je vais revenir sur la marche pour la vie. Georges en a fait mention, c'est ce samedi, 31 mai, 11 h, devant l'Assemblée nationale. C'est vrai que si vous regardez Météo Média, ce n'est pas les prophètes du Québec qui se trompent souvent, 3 fois sur 4, à 75 %, peut-être même plus. C'est vrai qu'ils annoncent de la pluie. Mais vous savez, la pluie ne devrait pas être un obstacle à nous empêcher de venir manifester en faveur de la vie devant l'Assemblée nationale. Il y a pas de, mon coach en sport m'a déjà dit, il n'y a pas de mauvaise température pour faire du sport, il y a juste des mauvais vêtements. Si on prend le temps de bien s'habiller et de bien se vêtir, amener vos parapluies et être là au cas où il y aurait de la pluie, emmenez-la avec vous, emmenez un imperméable, emmenez votre parapluie, mais soyez présents.
Soyez présents parce que c'est un enjeu extrêmement important. Vous voyez comment que les pro-avortements réagissent. Les pro-avortements réagissent parce que pendant plus de 30 ans, il n'y a pas eu de marche pour la vie ici au Québec. On en a fait une l'année dernière qui a eu un succès extraordinaire, qui a obligé la ministre Martine Biron de sortir, de mettre la main dans ses poches de son budget gouvernemental, puis de donner près de 7 millions pour encore une fois subventionner à un autre niveau les pro-avortements. Et là, cette année, on récidive avec la deuxième marche pour la vie. Et il faut que cette marche-là frappe encore plus fort que l'année passée. Et même s'il annonce de la pluie, le message va être encore plus virulent, plus fort si on se mobilise au même nombre que l'année passée au minimum et davantage, j'ose espérer, afin de lancer un message qu'ici au Québec, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de pro-vie. C'est pas vrai qu'on est en faveur d'un narratif dominant et on veut faire taire les voix dissidentes. Il y a des gens que vous vous levez pour la vie, vous êtes en lien avec la vie et c'est votre journée à vous d'être là, d'être présent devant l'Assemblée nationale pour venir chanter, pour venir écouter des témoignages, pour venir entendre des conférenciers, tout ça de façon pacifique pour être une voix qui se lève au Québec, parce que pendant trop longtemps, il y a eu une absence de voix qui s'est levée au Québec. Et vous savez, les pro-choix peuvent faire comme ils veulent pour essayer de couper un souper de la vie, pour essayer d'arrêter d'annuler les réservations à l'hôtel. Mais ce n'est pas une annulation de réservation dans un hôtel pour dormir. Ce n'est pas une annulation pour un souper de la vie qui va nous empêcher à être là et à manifester en faveur de la vie. Et j'espère que ce soir, vous entendez mon cri là où vous êtes, là où vous nous écoutez, que ce soit en direct ou en différé. Soyez présents. Mobilisez-vous, emmenez vos parapluies, emmenez vos imperméables. Je crois qu'il va faire beau, mais juste au cas, soyez prévoyants et emmenez tout ça afin qu'ensemble, on puisse être réunis pour manifester pour la vie.